Dans cette capsule vidéo, je vous propose d'aborder le troisième thème qui s'intitule Enjeux planétaires contemporains et la première sous-partie de ce thème qui s'intitule La plante domestiquée. Alors, la plante domestiquée va faire l'objet à elle seule d'un chapitre dans sa globalité et nous allons expliquer dans ce chapitre ce que signifie la domestication des plantes et comment cela s'est produit. Alors, en introduction, on peut dire que les plantes ont de tout temps été utilisées à différentes fins. La première, bien sûr, est pour se nourrir. La seconde utilisation est pour se vêtir, puisque la plupart de nos vêtements sont composés en fibres naturelles, donc issues des plantes. Donc c'est la deuxième raison, entre guillemets, d'utiliser la biodiversité pour s'habiller. Et puis bien sûr également pour se soigner. Donc se soigner par les plantes, ce qu'on appelle la phytothérapie. Donc il faut savoir que les plantes, elles ont été utilisées il y a très longtemps, au départ par la cueillette. Et puis progressivement, il y a à peu près 10 000 ans, euh, les, les humains ont commencé à domestiquer les plantes pour pouvoir les cultiver. Donc vous avez ici un exemple d'une carotte sauvage à gauche et à droite des carottes cultivées. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre les deux. Ici, vous avez un petit document qui vous présente des étapes de domestication du blé. Donc en fait, nous, ce qui va nous intéresser dans ce chapitre, ça va être de comprendre quelles ont été les étapes et les techniques de la domestication des plantes. Donc c'est ce grand problème que l'on va résoudre tout au long du chapitre. Alors dans une première partie, on va parler justement du passage des plantes sauvages aux plantes cultivées. Dans une première sous-partie, on va parler de cette notion de domestication des plantes sauvages. Et pour essayer de comprendre cette notion-là, on va prendre un exemple concret, on va prendre l'exemple du blé. Alors, si l'on compare des blés sauvages et des blés cultivés, donc vous les avez à droite sur le document en photo, donc vous avez l'amidonnier sauvage et l'engrain sauvage qui sont des blés anciens, sauvages, et vous avez le blé dur et le blé tendre qui sont les blés actuellement cultivés. Alors la différence entre le blé dur et le blé tendre, c'est que les grains n'ont pas la même dureté et ils ne vont pas être utilisés pour fabriquer la même chose. Le blé dur étant très dur au niveau de ses grains, va être concassé en fait pour former une sorte de semoule qui va permettre après de former des sortes de farines mais très dures qui vont être utilisées pour former par exemple la semoule de couscous, le boulgour ou les pâtes. Le blé tendre, quant à lui, étant beaucoup plus tendre, va pouvoir être utilisé pour fabriquer des farines qui seront après à la base, par exemple du pain, enfin de pâtes qu'on va fabriquer comme la pâte à pain, la pâte à brioche, la pâte à pizza, etc. Alors, la caractéristique commune à ces différents blés, qu'ils soient sauvages ou cultivés, c'est qu'ils sont tous formés de la même chose, ce que vous voyez ici. Donc, on a un épi donc, qui pousse sur une sorte d'axe. Et sur cet épi, on va trouver les grains qui sont en général accrochés par trois, donc ce qu'on appelle un épier. En fait, c'est trois fleurs qui vont former chacune, qui vont chacune donner un grain, qui va être protégé par des glumelles. Et à la base de cet épier, on va trouver des glumes. Alors les glumes et les glumelles, on va en reparler après parce que ce sont des éléments qui peuvent éventuellement tomber tout seuls ou pas. Et on va voir que pour la culture, ça va avoir une importance particulière. Alors, où est-ce qu'on a trouvé ces blés les plus anciens sauvages? Donc, en fait, on s'est rendu compte, grâce à des recherches archéologiques qui ont été menées, qu'on a pu dater et découvrir les endroits où ces blés les plus anciens ont été découverts. Et en fait, on s'est rendu compte que les blés les plus anciens étaient, donc l'amidonnier et l'engrain, étaient retrouvés globalement au Proche-Orient, et d'ailleurs, les espèces, le blé cultivé parmi les plus anciens connus, donc après l'utilisation des blés sauvages comme l'amidonnier et l'engrain, se trouvaient également au Proche-Orient. Donc les blés cultivés les plus anciennement connus datent à peu près de 7 000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire que la domestication a commencé il y a longtemps, puisque là, il s'agissait déjà de blé cultivé. Alors, on va essayer de s'intéresser aux différences entre les blés cultivés et les blés sauvages et voir finalement comment ont pu apparaître les blés cultivés. Alors, il faut savoir que ces sélections qui vont permettre de donner des blés cultivés qui seront différents des blés sauvages ont été au départ des sélections qui se sont faites sur des pratiques de culture qui allaient différer progressivement. Et c'est des sélections qu'on va appeler, une sélection qu'on va appeler empirique. Alors, je vous donne quelques exemples, donc que vous retrouverez sur votre cours.
Alors, vous avez ici 3 exemples qui vont vous permettre de comprendre ce que c'est que la sélection empirique et comment progressivement, au cours des cultures, on a pu avoir justement la sélection de certains blés particuliers qui possèdent certaines caractéristiques. Alors, dans le premier exemple, on vous dit que certaines plantes qui ont des rythmes de croissance un petit peu différents, des plantes sauvages classiques, ayant par exemple un rythme de croissance plus lent que la moyenne, ont moins de chances d'être récoltées et semées. Et donc, génération après génération, les cycles de développement vont devenir plus homogènes parce que ce qui va être récolté puis semé d'année en année, ça va être les plantes qui ont un rythme de croissance relativement identique puisque elles seules seront récoltées et semées progressivement d'année en année. Donc en fait, les agriculteurs ont au départ sélectionné, on va dire de manière involontaire, les plantes qui pouvaient récolter à un moment bien particulier et en reprenant les mêmes grains, en les semant progressivement, donc ils vont en fait garder finalement toujours le même type de semence et le même type de blé. Un autre exemple, on vous explique que certaines mutations, qui sont relativement rares, vont apporter aux plants sauvages des caractères peu propices à leur survie en milieu naturel. C'est-à-dire qu'en milieu naturel, on a des conditions climatologiques particulières, etc. Donc, il va falloir que les plantes survivent dans ces milieux-là. Alors, peut-être que certaines mutations ne permettent pas une survie en milieu naturel, mais vont être propices au moment des récoltes. Par exemple, si on a des graines qui sont capables de se détacher toutes seules de leur plante mère, ça va être, comment dire, inutile, entre guillemets, pour la récolte. Parce que pour que ce soit récolté, il faut que les graines, pardon, restent attachées à la plante et on va récolter la plante pour récolter toutes les graines. Donc là, le fait que les graines se détachent toutes seules de la plante mère, c'est un caractère sauvage qui est utile pour un blé sauvage puisqu'il va permettre de propager la plante naturellement. Mais du coup, il y a moins de chances d'être récoltés. Si tous les grains tombent au sol, ils ne seront pas récoltés et ressemés. Donc en fait, seuls ceux qui vont rester attachés au plant vont pouvoir être récoltés et semés par la suite. Et donc c'est comme ça que les hommes vont sélectionner certaines plantes avec certains caractères génétiques. On sait aujourd'hui que c'est les caractères génétiques qui vont apporter le fait que ça reste attaché ou pas à la plante mère. À l'époque, évidemment, on ne savait pas ça. Donc ça se faisait un petit peu de manière involontaire. Voilà, on récoltait certaines plantes qui avaient certaines caractéristiques propices justement à la récolte à un moment particulier. Un troisième exemple, les agriculteurs, ça s'est fait de tout temps, ont tendance à ressemer les grains de la récolte précédente qui correspondent le mieux à leurs attentes. C'est-à-dire, ils vont faire en sorte que leur futur plan, par exemple, ait les plus grosses graines, donc ils vont garder uniquement les gros grains pour les ressemer. Les grains les plus petits, qui donneront donc un rendement moins important, ils vont être mis de côté, ils ne seront pas ressemés. Donc progressivement, au cours du temps, certains caractères également génétiques vont être sélectionnés pour passer de génération en génération et puis passer les temps progressivement. Donc ces sélections, en fait, c'est ce qu'on appelle une sélection empirique parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune connaissance en génétique, il y a des milliers d'années. Donc ça s'est fait en fait de deux façons, soit de manière volontaire, par exemple là dans l'exemple 3, les agriculteurs ont volontairement sélectionné des gros grains pour ressemer, etc. Ou alors ça peut se faire aussi de manière involontaire, comme dans le cas des exemples 1 et 2 qui viennent d'être abordés. Donc voilà ce qu'on appelle une sélection empirique, c'est-à-dire une sélection qui va se faire sans aucune connaissance en génétique. Évidemment, aujourd'hui, nous, on sait très bien que certains caractères qu'on va retrouver au niveau du blé, pour l'exemple qui est pris ici, sont évidemment contrôlés par certains allèles. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Alors, on parle parfois de syndrome de domestication d'une plante. Donc, l'exemple ici, le syndrome de domestication du blé. Alors, ce qu'on appelle le syndrome de domestication du blé, en fait, c'est l'ensemble des caractères qui se distinguent, enfin, qui distinguent une espèce cultivée des espèces sauvages qui sont relativement proches. Donc, si on prend l'exemple du blé, donc ici, on a 3 caractères qui vont être étudiés et on va les comparer chez les espèces sauvages, donc l'engrin, l'amidonnier, et chez les espèces cultivées comme le blé dur et le blé tendre. Alors, on a ces caractères qui vont apporter justement des informations particulières pour comprendre pourquoi ces blés ont été sélectionnés d'une certaine façon. Par exemple, la solidité de l'épi. Donc, l'épi, c'est ce qui va porter les grains. Donc, on vous dit que chez les espèces sauvages, le rachis, c'est-à-dire l'axe
sur lequel on va trouver les grains, il est très fragile. Donc les graines, elles vont très facilement, se disséminer. Donc ça, c'est un avantage quand on est dans un milieu naturel pour que voilà, il y ait une grande chance de pousser, que la plante se propage. En revanche, au niveau des cultures, c'est pas très facile d'avoir ce genre de caractéristiques. Donc le blé dur et le blé tendre, on se rend compte qu'eux, ils ont un rachis solide et que, étant solide, la dissémination des graines ne se fera pas de manière naturelle. Elles vont rester accrochées à l'épi et donc ça va faciliter la récolte. La forme des grains à maturité. Donc chez les espèces sauvages, les grains sont vêtus, c'est-à-dire qu'il y a des glumelles, des petites protections autour des grains, tandis que chez les espèces cultivées, les grains sont nus. Donc il y a une séparation des grains et des glumelles qui va se faire très facilement, enfin qui va se faire tout seul puisqu'ils sont nus, et donc on va pouvoir former la farine beaucoup plus facilement. On ne sera pas obligé d'enlever les glumelles autour du grain. Ensuite, autre caractéristique, la maturation des grains des différents individus. Alors, en général, chez les espèces sauvages, pour faciliter justement la propagation de la plante, la maturation des grains va se faire étaler dans le temps. C'est-à-dire que tous les grains ne vont pas arriver à maturité en même temps. Comme ça, s'il y a par exemple un moment où le climat est très défavorable à la pousse de la plante, ben on sait très bien qu'un petit peu plus tard, il y aura d'autres grains qui vont pouvoir germer et donner de nouvelles plantes. Donc le fait que ce soit étalé dans le temps, c'est avantageux pour l'espèce sauvage qui pousse toute seule. En revanche, pour un agriculteur qui va cultiver, lui, il veut que tous ces grains arrivent à maturité ensemble pour faire une récolte à un moment donné. Donc c'est le cas pour le blé dur et le blé tendre, où justement la maturation des grains va se faire en même temps de manière synchrone et ce qui va permettre de faciliter la récolte. Donc là, on a quelques exemples, vous voyez, qui montrent bien la différence entre les blés sauvages et les blés cultivés actuellement. Et puis le document que vous avez à droite vous présente ici les caractéristiques de grains de blé de deux sites archéologiques. Donc un premier site qu'on a découvert en Syrie, donc qu'on a réussi à dater à 11 000 ans. Donc c'est un site dans lequel on a retrouvé des grains de blé qui étaient antérieurs à la domestication, qui a commencé il y a à peu près moins 10 000 ans. Et on se rend compte que si on regarde le graphique qui donne l'épaisseur du grain en millimètres en fonction de la largeur également en millimètres, donc le site de Syrie, c'est celui qui est représenté par les petits points rouges. Donc on se rend compte que les grains étaient moins épais et moins larges que ceux qui sont représentés en bleu, qui correspondent à un autre site qui se trouve également en Syrie, mais qu'on a daté à moins 7000 ans. Donc là, les grains qu'on a retrouvés étaient des grains de blé qui étaient postérieurs à la domestication. Donc l'homme avait déjà commencé à domestiquer et donc à cultiver le blé. Et on voit bien clairement que les grains étaient plus gros. Donc on montre là aussi que la domestication s'est faite entre autres par la sélection de grains plus gros, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc en fait, tous les caractères donc intéressants ont été sélectionnés par l'homme au cours de la domestication et on sait aujourd'hui qu'ils sont déterminés par le génome de la plante, ce qu'on ne savait évidemment pas à l'époque. Donc par la suite, on va essayer de s'intéresser à l'origine génétique de la domestication.